Macron va-t-il finir l'année 2025? C'est la question qu'on va se poser avec Crise de position revue. Alors évidemment, pour analyser le futur, il faut connaître un petit peu le passé et le présent. Et donc on va aussi revenir sur l'année 2024 et sur où est-ce qu'on en est dans les rapports de force politiques, dans les évolutions du mode de production et des différentes dynamiques matérielles, pour essayer de comprendre comment ça peut se passer en 2025 dans ce pays, et notamment pour Macron. Est-ce qu'il va perdre le pouvoir? Alors, on rappelle qu'on avait tout vu au début 2024 avec Position Revue. Notamment, Position Revue avait annoncé Ciotti qui part au RN. Donc, Ciotti qui Et part au ouais, RN, c'est fait. Et donc, on accueille Position Revue. et bah salut les gens, comme dirait Jean-Luc. Ouais, non, mais on avait tout. Alors, et les gens peuvent regarder, vérifier. On avait fait une émission 13 janvier ou un truc comme ça l'année dernière. On était déjà avec un nouveau gouvernement. C'était vraiment le début. Et on avait anticipé plutôt politiquement et économiquement l'année 2024. Alors, tout s'est passé comme prévu, comme tu l'as dit, Padu. Et notamment de manière économique, hein, on a annoncé que l'inflation allait s'arrêter, mais qu'on rentrait dans une crise beaucoup plus violente, c'est-à-dire une baisse de la production, une baisse du pouvoir d'achat et bah, une crise vraiment catastrophique du mode de production capitaliste. Là, on en voit les signaux, on va les regarder ce soir. Euh, et donc, bah, on va voir aussi comment bah, politiquement ça se, ça se prépare et ça répond à ça. Clairement, on n'avait pas fait de pronostic sur l'élection américaine. Je crois pas. Euh, Moi, je l'ai fait mon pronostic, mais pendant les campagnes, j'avais dit Trump gagnant et j'ai eu raison. T'as eu raison. Euh, mais non, non, on avait plutôt bien vu les choses, bien mieux que Bruno Le Maire d'ailleurs, sur la croissance, etc. Donc, bah, on va essayer de refaire la même chose. Euh, donc, on a pris des supports, c'est ça? Tu veux qu'on commence par ça? On va commencer peut-être par la rétrospective 2024, Ouais, c'est ça? rétrospective. Alors, les grands faits de rétrospective 2024. Donc, c'est quand même qu'on est, bah, là, on arrive quand même à bah, une crise économique profonde, mais une crise politique bah, qui est adéquate à cette profondeur. On a aujourd'hui des forces productives qui sont totalement en berne, comme on l'avait dit. Alors, tu mets laquelle? Attends, il faudrait que je parte. Faudrait que je Tu veux que je te regarde. fasse un partage sur Discord? Tu peux, ouais. Hop. On commence par celle-là ou pas? Ouais, ça c'est bien. Hop, Vas-y. attends, je mets mater le stream. Yes. Donc ça, c'est super important, c'est de montrer que ce qu'on avait dit en 2024, en début 2024, c'est-à-dire qu'après la période d'inflation, et ça n'importe quel économiste marxiste peut voir, comme la période d'inflation était un mécanisme de capitaliste dégénéré pour faire de la plus-value sans être capable de vendre plus, c'est-à-dire de trouver des nouveaux débauchés, ou sans être capable de faire des gains de productivité, ça ne pouvait marcher qu'un temps, et qu'une fois que l'inflation se calmerait, qu'on verrait, c'est de fait, puisque le pouvoir d'achat des gens a baissé, et ben une baisse de la production, puisque une fois que vous avez euh, rendu la valeur beaucoup plus importante des mêmes choses pour la même quantité, sans avoir augmenté en parallèle autant les capacités d'absorption de cette production, c'est-à-dire les salaires, eh ben vous allez mécaniquement faire baisser la production, qui était Tu déjà peux, en tu peux baisse. la, tu peux la refaire, j'ai un peu raté le début et je pense que les gens ont besoin un peu Ouais. qu'on explique bien tout ça. Qu'est-ce qui fait que l'inflation a eu lieu et qu'est-ce qui fait que l'inflation est en train de se tarir? Et Alors, pourquoi est-ce que ça provoque une baisse de la production? Explique-nous ça bien, s'il te plaît. l'inflation, elle a deux causes principales. Elle a une cause qui commence à être comprise, mais qui a longtemps été peu comprise par les analystes. Elle a une première cause, ça a été le Covid, c'est-à-dire le redémarrage après le Covid. Donc le Covid a été une période, une double période, une période de surconsommation des, pendant que de denrées, c'est-à-dire pendant qu'il y a eu des confinements, etc. Il y a eu une période de surconsommation de denrées très courte,
qui a fait ce qu'on appelle un vide des chaînes logistiques, c'est-à-dire que quand vous avez dans la chaîne de production et de circulation de la marchandise tout un tas de stocks, hein, les stocks dans vos magasins, les stocks dans les entrepôts, les stocks dans les entreprises, dans les manufacturiers, etc. Donc il y a une surconsommation à un instant T et ensuite un arrêt de la production avec la période du Covid. Une vraie baisse de la production avec la période du Covid. Quand l'économie a redémarré, il a fallu que les outils de production mondiaux, hein, qui sont utilisés à peu près de l'ordre de 75% aujourd'hui. C'est un indicateur très important si vous voulez vous intéresser aux dynamiques macroéconomiques, vous intéresser au taux d'utilisation des outils de production. Et ben, ont dû surtourner, c'est-à-dire tourner à 75% pour alimenter la consommation mondiale, plus surfabriquer pour réalimenter la chaîne logistique. Donc ça, ce que ça a fait, ça a tiré de la marchandise, et notamment des matières premières, de manière très importante. Et donc, ça a permis ça a créé ce qu'on appelle un choc de demande, et donc une hausse des prix. Et donc, tous les acteurs capitalistes qui ne comprennent jamais les chaînes de valeur de manière globale ont eu un effet, c'est-à-dire un effet de surdemande, et donc ils ont surcouvert des positions d'achat, surcouvert de la spéculation, et donc on a vu toutes les matières premières repartir à la hausse, notamment les matières premières alimentaires. Mais une des matières qui n'est pas vraiment une matière qui a pris énormément, ça a été ce qu'on appelle les conteneurs, c'est-à-dire voilà, le transport de fret a été multiplié par 2 ou par 3 pendant la période. Donc ça a créé une surproduction. Alors, je sais pas sur le... On le voit au milieu, c'est la surproduction au Vous milieu. voyez? Là, j'en vois pas. Tout à gauche, c'est 2021, tout à droite, c'est Exactement. 2024. Et donc, Voilà. à la suite du Covid, là, ce que tu dis, c'est cette montée jusqu'en 2022 où ça monte fin 2022, Exactement. début 2023, on est à fond. Exactement. Donc on revient, donc, vous voyez, on revient donc dans la production industrielle. Ça, c'est la production industrielle, hein, c'est pas les prix, etc. On est à Donc ça, c'est la production. 105% en fin 2023. Exactement. Donc ça, vous voyez, c'est comme les équipements sont finis, En début 2023, désolé. voilà, et ben en fait, ça a mis 2 ans pour réalimenter les chaînes. Pourquoi? Parce que les équipements de production, la majorité des équipements de production n'ont pas les capacités de servir et la consommation et l'intégralité des stocks dans la chaîne logistique de la consommation. Donc ça a pris, avec des pics, hein, voilà, mais ça a pris presque 2 ans de réalimenter. En plus de ça, il y a eu d'autres effets de matières premières qui ont été spéculatifs. Il y a eu la guerre en Ukraine, hein, très important. La guerre au Moyen-Orient. Et puis, il y a aussi, aujourd'hui, on est face à des problèmes de récolte. Alors, ce qui est compliqué, c'est de savoir si les deux sont corrélés ou non. Parce qu'en fait, ce qu'on imagine, c'est, à un moment donné, on a été en manque. Il y a eu un truc, par exemple, la moutarde, mais l'huile aussi. On a été en manque d'huile à cause d'un problème de récolte. Mais en fait, on n'est pas sûr que ce manque, il était réel, parce qu'il était peut-être simplement artificiel, parce qu'il ne servait qu'à réalimenter les stocks, en fait. Donc, on ne sait pas si on a manqué parce qu'on a eu un problème de récolte et qu'on a vraiment un impact climatique, ou que ce problème de récolte qui est, on va dire, qui va devenir plus fréquent, mais qui est pas encore trop problématique, il est intervenu pendant une surdemande, justement dans la reprise des chaînes logistiques. Une fois que ces chaînes logistiques elles sont alimentées, donc pour vous faire un parallèle, c'est comme vous, hein, demain, si vous avez l'habitude pour vous de, je sais pas, d'avoir un pack de lait dans votre frigo, vous consommez un pack de lait d'1 litre dans votre frigo, vous en consommez un toutes les semaines, mais vous en avez un dans le placard. Alors moi, et un dans le placard et un dans la cave, parce que ça dépend de votre politique de stockage. Voilà. Pendant le Covid, ce qui s'est passé, c'est que vous avez consommé celui du frigo, puis celui du placard. La fabrication est capable de vous livrer un pack de lait toutes les semaines, c'est-à-dire que vous ne manquez jamais de lait, et on n'a pas eu de pénurie pendant ces périodes-là. Par contre, vous, quand vous allez au magasin, vous demandez à chaque fois 2 packs de lait, parce que vous voulez le pack de lait que vous allez consommer la semaine suivante, et puis vous voulez le pack de lait que vous voulez remettre dans votre placard au cas où, quoi. Donc vous allez venir pendant 1 an demander 2 packs de lait toutes les semaines à votre fournisseur de lait, votre grande distribution, etc. Elle va avoir comment dire,
elle va avoir le signaux de marché, comme quoi vous en voulez 2. Et comme quoi vous en voulez 2 chaque semaine. Donc elle va se mobiliser pour en fabriquer 2 chaque semaine. Mais une fois que vous allez l'avoir, ce pack, vous voyez, et c'est pour ça que ça va mettre 2 ans à faire. Une fois que vous allez l'avoir, ce pack, eh ben vous n'allez plus qu'en consommer qu'un. Parce que vous avez mis votre pack dans le placard, et après, bah, vous continuez de consommer un pack de lait par semaine. Voilà. Et donc là, on voit une baisse de la consommation. Donc on le voit à partir de 2023. Voilà. Donc ça commence à ralentir. Et ensuite, vous avez un T'as double dit effet. consommation, c'est production, mais c'est pareil. De toute façon, Production, voilà. oui, Une stabilisation d'abord. Et puis là, vous avez un double effet. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver, une fois que cette surproduction a créé de l'inflation, parce que justement, comme cette surproduction a créé une inflation sur les matières premières, parce que les gens se sont dit, il y a beaucoup plus de demandes, donc on va spéculer, et ben elle est répercutée dans les prix de consommation finale. Et comme elle n'est pas répercutée dans les salaires, ce qui se passe, c'est comme on disait tout à l'heure, ben, là où avant vous pouviez acheter avec 100 € l'équivalent de 100 produits, maintenant vous pouvez acheter avec 100 € que l'équivalent de 80 produits. Donc, bah, de fait, quand les stocks vont être remplis, eh ben, la production va décroître de 20%. Alors, c'est pas 20%, hein, mais c'est un exemple, va décroître de 20% en dessous où elle était avant. Et c'est là où on voit le dernier point du graphique, hein, Padu. On voit que eh bien, la production est en train de descendre en dessous son point de référentiel 100 en 2021. Et elle va continuer de descendre de 5 points. Je pense qu'elle va descendre presque à 90. Voilà. Et donc ça va être, ça va entraîner une crise absolue, c'est-à-dire de chômage et de croissance. Et ça met justement nos politiques dans une logique austéritaire ultra violente. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. J'ai peut-être raté parce que je répondais au chat, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflation qui apparaît à ce moment-là, Alors, en pourquoi il y a de 2023? l'inflation? Parce que justement, quand tu vois la hausse de demande, c'est ce que je te disais, tu as des signaux de marché. En fait, quand tu as compris, tu veux que je refasse Oui, oui, le comprends, pack parce de lait que tu vois avec la les hausse deux? de demande parce qu'en fait, les gens ont besoin de refaire enfin Voilà, on vient de on refaire dit les les stocks. gens, mais surtout les j'imagine les gros acheteurs qui sont des compagnies et tout ont besoin de refaire leur stock. Donc sur commande et donc il y a une surproduction pour compenser ce qui a été consommé. Ça, je suis d'accord? Non, ce qui a été Ce consommé qui a dans été les consommé stocks. pendant le Covid, quoi. Mm. Et du coup, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il y a une, Ah, parce qu'en fait, quand tu vois un signal de... C'est le marché libéral qui fonctionne comme ça. Quand il y a une demande qui est surimportante sur le marché, quand elle est équilibrée, etc., les prix sont équilibrés. Mais quand la demande commence à être boostée, bah, tu as l'effet ce qu'on appelle d'offre et de demande. Oui, d'accord. Voilà. Que même Marx, voilà. Et donc cet effet d'offre et de demande fait que les gens prennent des positions sur des prix beaucoup plus hauts. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont imaginer qu'ils ont beaucoup plus de lait à produire, donc ils vont devoir prendre des positions sur du lait parce que leurs concurrents vont vouloir faire la même chose, et donc ils vont être prêts à payer plus cher pour être sûr de pouvoir avoir du lait. Voilà. Et donc on Ok. va avoir ça sur tous les effets de matières premières. Et ces effets de matières premières-là, bah, de fait, elles impactent la marge des entreprises. Et, Mais et pourquoi tu appelles ça de l'inflation? Parce que moi, pour moi, de l'inflation, c'était quand on rajoutait de l'argent sur le marché. ah oui, Là, alors, c'est de la survalorisation, en fait, ce que tu en fait, racontes. l'inflation, il y a deux choses. Il y a deux façons de la penser. L'inflation, c'est soit la dépréciation de la monnaie, donc ça Moi, veut je voyais dire, ça comme ça. voilà, soit l'inflation des prix, c'est-à-dire la hausse des prix. Ah oui, Voilà. d'accord. Mm. Donc en économie, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Et c'est pas du tout les mêmes mécanismes. L'inflation, c'est effectivement la Je croyais que tu dépréciation de parlais la de la monnaie. dépréciation de la monnaie, moi. Ouais. Bah, à la fin, ça peut faire la même chose, mais non, là, c'est vraiment la hausse des prix. C'est vraiment un mécanisme de hausse des prix. Donc là, et pourquoi? Parce qu'elle est, tu vois, elle est tirée par une demande industrielle qui est plus importante. Mais cette demande-là, une fois qu'elle est tarie, c'est-à-dire que les stocks sont reconstitués, ce qui s'est passé, on va le voir ensuite dans les autres graphiques, c'est que les prix ont augmenté pendant cette période-là, mais ils ne reviendront pas à leur cours de 2021. Pendant que les Mais salaires, pourquoi eux, ils ont reviennent pas à leur moins cours augmenté. 2021? Parce que le mec, le producteur, il peut pas tout vendre, du coup. Ah si, mais parce qu'en fait, en fait, il s'en fiche, lui.
Mais en termes de plus-value, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lui, qu'ils vendent 80 Oui. unités au prix de 100 ou qu'ils vendent 100 unités au prix de 100, il fait toujours la même marge. Oui. Tu vois? Donc lui, il en a, en termes de producteur, c'est pas un problème. Ce qui va se passer par contre, c'est que là où avant il y avait besoin de 80 unités de production pour pouvoir, de 100 unités, imagine 100 unités de production pour faire 100 unités à un prix 1, d'accord? Ce qui va se passer par contre, c'est que eux, ils vont se dire bon bah voilà, moi, que je fabrique 100 unités avec mes 100 unités de production à un prix 1, d'accord? Ou que je fabrique 80 unités euh, à un prix 1,25, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est le même argent. Qu'est-ce qui change par contre, Padu? C'est que tu n'as plus que 80 unités de production en fonctionnement. Tu es Hmm. passé de 100 unités de production avec 100 personnes qui les utilisent, qui sont salariées dessus, à plus que 80 unités de production pour fabriquer la même valeur. Et donc, tu as une baisse de la production industrielle. Oui. Hmm. Et cette baisse de la production industrielle va entraîner un chômage et un taux d'exploitation énorme. Ouais, d'accord, d'accord. C'est pour ça que toi, quand tu arrives au 1er, au 1er janvier 2024, Ouais, tu nous dis, bah, il ne va pas y avoir d'inflation en plus, c'est-à-dire que les prix ne vont pas continuer à ouais, parce que augmenter. les stocks sont revenus au niveau. Voilà. Voilà. Mais par contre, on va se prendre un contre-coup, c'est-à-dire qu'on va nous vendre plus cher, moins de choses. Ouais. Et Et donc, oui, du coup, on va avoir une baisse de la production et on va se taper du chômage ou une augmentation du taux d'exploitation. D'accord, je comprends bien. exactement. Et donc, bah, vous voyez, hein, j'avais raison. Alors, vous pouvez reprendre la vidéo de l'année dernière. Je vous l'ai dit, il va se passer une crise critique de la production industrielle. Et vous la voyez, on était au 2023 et ça n'a fait que décroître. Il n'y a aucun point qui est supérieur au point de décembre 2023. Alors, vous avez des effets de ce qu'on appelle de saisonnalité, hein, où on a des plus grosses périodes de consommation que d'autres, notamment les périodes de fin d'année. Mais clairement, on est vraiment en train de faire baisser la production industrielle. Et donc, bah, ça va ça va avoir pas d'impact forcément sur la valeur, ça va avoir un impact sur la croissance, parce que de toute façon, il n'y avait déjà pas de dynamique de croissance. Donc là, c'était un mécanisme artificiel. On reprend l'exemple du pack de lait. Là, le fait que vous ayez demandé 2 packs de lait parce qu'il vous en manquait un dans le placard ne signifie pas que vous consommiez 2 fois plus de lait. C'était juste un effet de stockage. Là, c'est la même chose. Donc, il n'y avait déjà pas de croissance. Il y a eu un faux effet de croissance qui a créé de l'inflation des prix. Mais cette inflation des prix, aujourd'hui, va créer une dévalorisation globale et donc une baisse de la production industrielle et donc un cycle de chômage énorme qu'il va falloir gérer et que nos libéraux sont incapables de gérer parce qu'ils n'ont que des politiques austéritaires et des politiques de violence sociale pour le gérer. Donc ils vont continuer de faire baisser la production industrielle et d'aggraver la crise. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est intéressant, ouais. Il y a une dévalorisation globale parce qu'en fait, le prix du pack de lait, du coup, a augmenté de 20% dans ton exemple, par Exactement. exemple. Et donc, du coup, le gars qui avait je sais pas combien d'argent, il peut acheter beaucoup moins et ça vaut pour les packs de lait, ça vaut pour tout ce que tu Ouais. veux, l'immobilier, les ordinateurs, n'importe quoi, quoi. J'exagère, mais là, quand je dis tout à l'heure, vous consommiez 1 litre par semaine, bah là, en fait, vous allez en consommer plus que 0,7 litres parce que, en fait, ces 0,7 litres coûtent le même prix qu'un litre auparavant. Voilà. Mmh. Le mécanisme d'inflation crée ce genre de choses et donc, à la fin, bah, crée une baisse de la production industrielle. Ouais, Je sais ouais, pas si c'est d'accord. clair pour tout le monde. Si, si, je pense que c'est assez clair et donc du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec Manuel Valls, ministre de les outre-mer? Bah, clairement. Mais donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, il y a justement, pour enchaîner, tu peux passer sur alternative économique. Donc, ça, c'est vraiment. Donc, là, vous voyez, vous êtes vraiment dans l'analyse concrète marxiste. Voilà. Ouais, vous savez, voilà. Comme les capitalistes ne comprennent pas bien le marché et les signaux de marché, ils font n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils spéculent sur de la fausse demande qui est de la pure logistique et ils déstabilisent complètement le marché jusqu'à même se mettre en danger eux-mêmes, c'est-à-dire faire baisser les capacités de production. Euh, Comment ça se traduit de manière plus claire? Bah, vous voyez ce qu'on a dit, l'inflation va baisser. Bah, vous voyez, là, l'inflation, elle baisse.
Alors, il y a des effets de... Vas-y, Est-ce t'as que dit. attends, ce qui est trop drôle, c'est que les ce qui est trop drôle, c'est que les ministres macronistes se frottent les mains en disant ouais, on a fait baisser l'inflation, alors que c'est un contre-coup et que Oui, les mecs ils vont se prendre une crise des enfers dans les temps. mais c'est qu'ils ont, Ils ont ils ont rien rien capté, c'est. fait baisser du tout, parce qu'ils ne comprenaient pas le mécanisme lui-même de hausse de la demande. Donc, ils ont augmenté les taux d'intérêt pour faire baisser, voilà, mais en fait, ils ont encore plus aggravé la crise. C'est-à-dire on va le voir ensuite, parce qu'en augmentant les taux d'intérêt, ils ont impacté l'investissement, et donc ils ont encore plus impacté les potentialités de trouver de nouveaux débouchés. Donc, c'est vraiment n'importe quoi comme politique. Et donc, Oui, bah, on parce se qu'en retrouve augmentant les taux d'intérêt, ils diminuent le nombre de personnes qui peuvent emprunter, et donc ils diminuent le exactement. nombre de gars qui peuvent acheter le pack de lait qui est déjà trop cher, quoi. Exactement. Et puis, il diminue même, par exemple, tu vois, normalement, dans une période de stagnation de la croissance, ce qu'il faut, c'est de l'investissement. C'est-à-dire pour trouver des nouveaux débouchés, transformer l'appareil de production, etc. Ou augmenter la productivité, on va le voir ensuite. Mais là, eux, dans une période de hausse de stock, là où ils auraient dû contrôler les prix, euh, fait une vraie politique comme l'AFT proposait, tu vois. Contrôler les prix, administrer les prix, contrôler les ressources industrielles, etc. Ils ont laissé l'inflation dériver. Ils n'ont pas augmenté les salaires. Typiquement, pour faire que l'inflation s'arrête, il aurait fallu augmenter les salaires. Mais eux, ils ont considéré que ça créait encore plus d'inflation, ce qui est complètement débile, puisque la demande n'était pas là. Donc, ils ont fait toute une politique à l'envers, mais parce qu'ils ne comprennent absolument rien. Voilà, il faut comprendre que la bourgeoisie ne comprend que ses intérêts immédiats et pas son rapport de production général. On l'a dit tout à l'heure, on le répète, gardez-le toujours en tête. Et pourquoi est-ce qu'augmenter les salaires aurait arrêté l'inflation? En fait, augmenter les salaires aurait arrêté l'inflation, n'aurait pas arrêté l'inflation, mais aurait empêché cette crise de production qui va arriver, en fait. Ouais, ça je suis d'accord, oui, oui, je comprenais pas. Ça aurait pas Voilà. arrêté l'inflation, mais ça aurait été, Non, ça n'aurait pas ça aurait arrêté donné des l'inflation, mais débouchés, ça aurait donné des débouchés et donc la production aurait pu continuer. c'est ça, ça aurait évité de donner une crise à la crise, quoi. Voilà. Voilà, ouais. Donc là, on va se prendre, en plus de ça, une crise du chômage monstrueuse. Voilà. Et donc, vous voyez, donc, dans l'effet de l'inflation, vous voyez des choses. Alors, c'est très intéressant, vous voyez des choses qui sont ce qu'on appelle dérivées, voilà, dans le prix des inflations. Vous allez d'abord voir. C'est quoi ce schéma? Je l- comprends rien. C'est alors, l'inflation selon les c'est secteurs. l'inflation selon les secteurs, tu vois. Donc, en fait, ce qui se passe, tu as d'abord les services et l'énergie qui augmentent, parce que quand il y a une hausse de demande, le premier truc qui est impacté, ça va être les Énergie, produits. c'est en violet et service, c'est Voilà. en jaune. En fait, ce qui commence à flamber, c'est d'abord l'énergie. Pourquoi? Parce que ça veut dire que toi, tu as besoin de produire 130% au lieu de 70 ou 80% de ce que tu produisais pour alimenter les stocks. Donc, bah, tu fais tourner ta machine à fond. Et le premier truc qu'elle consomme avant tout le reste, c'est de l'énergie. Voilà. Ok, Jancovici, hein. Il dit que l'énergie est antérieure au travail, mais bon, c'est un Jancovichiste un peu, Chris. Voilà. Euh, Ensuite, bah, ce qui se passe, c'est les services. Ça veut dire que tu vas demander du transport, etc. en plus. Voilà. Et ensuite, les acteurs économiques vont mettre du temps dans la négociation, etc., à réimpacter ces coûts-là. Voilà. Les coûts de l'énergie et les coûts de services sont assez immédiats parce que c'est des besoins immédiats. Et puis, c'est des mécanismes automatiques, etc., dans les chaînes de valeur. Ensuite, par contre, toute la politique de produits alimentaires et de produits manufacturiers, elle va se répercuter avec des négos qui sont annuels ou triannuels, etc. Et donc, elle va se répercuter bien après. Et tu vois, C'est hyper intéressant, ça explique pourquoi est-ce que, alors que ça fait 6 mois que tu vois que la dynamique inflationniste a commencé, tu as Michel-Édouard Leclerc qui est à la télé et qui dit attention, tout va augmenter et tout. Le mec arrive après la bataille, tu vois. Il arrive, mais c'est déjà joué en fait. De toute façon, l'inflation est déjà là et de toute façon, il va être obligé exactement, de exactement, répercuter sur le prix de ses fruits et légumes, tu vois. exactement, ou sur le prix de ces produits manufacturiers. Donc, vous voyez, parce que ce qu'ils mettent dans l'alimentation, là, c'est les produits que vous achetez, vous, alimentaires. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les matières premières, elles, ont déjà commencé à flamber à ce moment-là. Et là, quand vous les voyez se répercuter dans les produits manufacturiers et les produits alimentaires, c'est à peu près synchronisé. C'est parce qu'en fait, c'est les prix d'achat pour les consommateurs. Et donc là, bah, les prix d'achat pour les consommateurs commencent à augmenter.
Et vous allez voir les services bien après qui vont continuer d'être en augmentation parce qu'il y a deux sortes de services. Il y a les services directement dans la chaîne de production et puis après, vous avez les services annexes. Et à la fin, les derniers à répercuter les services, ça va être toute la société de services, je sais pas, votre coiffeur, ou voilà, parce que lui, justement, il va avoir des coûts d'achat de composants manufacturés ou des coûts d'énergie, un boulanger, etc., beaucoup plus lointains, et ils vont commencer à mettre ça dans les services. Voilà. Et de la même manière, il se passe quand même aussi une hausse des salaires, pas au niveau de l'inflation, pas au niveau de l'augmentation des prix, mais il y en a quand même une. Et du coup, quand les salaires augmentent, eh ben, ils augmentent dans toutes les catégories. Et à la fin, dans une société importante comme la nôtre, où il y a 80% de services, eh ben, ils finissent par impacter les services. Pourquoi? Parce que même si vous n'êtes pas impacté par les matières premières, etc., quand vous êtes fonctionnaire ou quand vous travaillez dans une société de services très lointains de la production, bah, vous allez pas avoir si vos salariés sont payés 20% de moins que dans l'industrie manufacturière, bah, vous n'allez pas pouvoir les attirer. Donc à la fin, les services finissent par augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a une régulation des salaires. Voilà. Et là, on voit que tout commence à se tarir. Il ne reste que de l'inflation dans les services. Voilà, les derniers à le répercuter, votre coiffeur, je sais pas quoi, votre garagiste, j'en sais rien. Euh, et cette inflation, bah là, elle va diminuer, elle va s'arrêter. Et là, elle va entraîner une vraie catastrophe industrielle que va devoir gérer nos imbéciles au pouvoir. Ouais, ouais, bah moi j'ai confiance en eux. Hein. Je pense qu'ils vont régler le souci. Hein. Bah, ça, on n'en doute pas. Ouais, c'est hyper intéressant comme graphique. Hein. Ouais, le truc des services, c'est assez parlant. Bah, limite, ils pourraient avoir un truc encore plus. Parce que c'est pas les mêmes services qui augmentent au début et à la fin. Euh, Étant donné qu'au début, ils vont avoir du service qui sert à la production un peu primaire, on va dire, et à la fin, ça va plus être le Ouais, service que que nous, on consomme en tant que particulier directement quand on va voir notre coiffeur ou quoi que ce soit. Quoi. c'est ça, exactement. Puis il y aura des services qui peuvent être très éloignés, mais à la fin, bah, quand tu veux employer des gens, même, tu vois, le SMIC, il est indexé sur l'inflation, donc à la fin, le SMIC, il a augmenté de manière très importante pendant cette période d'inflation des prix. Bah voilà, là, même les gens qui produisent des services qui sont très loin de ces inflations de matières premières finissent par augmenter les gens qui sont au SMIC ou tout proche du SMIC de la même manière. Sinon, Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à montrer? ouais, descend. Alors. Voilà, donc juste pour vous montrer que l'inflation a amputé donc le pouvoir d'achat des gens. Donc voilà, les gens qui pouvaient acheter que. euh, donc en plus là, c'est le pouvoir d'achat général. Le Mais scoop, quoi. On vous apprend ce soir que l'inflation a amputé notre pouvoir d'achat. Mais ouais, c'est l'inflation générale. Donc elle a été amputée beaucoup plus sur des produits de première nécessité. Vous voyez. Mais vous voyez, donc la France est dans les plus bas. Vraiment, la France, c'est vraiment là où il y a eu énormément de répercussions de prix et le moins de hausse de salaire, etc. Et donc de fait, maintenant, avant, vous pouviez acheter 100%, voilà, en 2023, en base 100, base 100 en 2010. En 2010, vous pouviez acheter 100 unités pour 100. Maintenant, vous pouvez en acheter que 98,2%. Donc, il y a au moins 2% de capacités industrielles qui vont devoir disparaître. Et donc, ces capacités industrielles, elles vont s'arrêter, disparaître. Et donc, les gens qui sont derrière vont s'arrêter. Et pourquoi est-ce que il y a plein de gens qui sont au-dessus de 100? Parce qu'il y a C'est des des pays pays. producteurs? Ouais, en fait, la base est de 2010. Donc, tu as aussi, tu vois, Ah oui, oui, genre la une- Roumanie, ils ont eu une croissance voilà, depuis. Ah ils ont eu d'accord, une je comprends. croissance, Ah ouais, on est en dessous de 2010, nous, on est en dessous de la France en 2010, donc on a 15 voilà. ans de. Ah ouais, ouais, ouais. On s'est Donc, cramé les ailes. Hein. vous voyez, on est heureusement, il y a Chypre et la Grèce. Vous voyez, la Grèce, hein, comment elle a été violentée par voilà, la Troïka, 71%, etc. ouais, l'enfer. C'est d'une violence absolue. Mais la Grèce, c'est justement ce qu'elle a vécu avec la Troïka, le FMI, etc. Mais donc vous voyez vraiment l'impact de ce que c'est les organismes libéraux. Voilà. Mais, euh, mais nous, on est en train de reculer là-dessus. On est les pires là-dessus. Pourquoi? Parce que
on est un des pays qui a le moins de production industrielle dans l'Europe, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a d'autres trucs sur cet article Vas-y. d'alternative Donc économique? continue. Donc ça, vous voyez, donc on voit de fait les moteurs de croissance, donc l'industrie va baisser. Donc, tout s'arrête, hein. Vous voyez, hein, tu vois la dynamique, tout commence à baisser. Vas-y, tu peux descendre. Ouais. Je capte pas ce qu'on voit là sur le truc, pourquoi tout s'arrête. Là, tu vois, c'est le taux de croissance du PIB par composante. Voilà. C'est-à-dire là où tu as de la croissance du PIB, est-ce que c'est une hausse de dans le PIB, tu as plusieurs façons de le faire grandir. Est-ce que c'est une hausse de la consommation des ménages, une hausse de l'investissement, une hausse de la variation de stock, etc. Une hausse des échanges extérieurs. Donc on voit quand même, tu vois, sur 2022, hein, et entre 2021 et 2022, 1,2 points, c'est beaucoup de variation de stock. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la chaîne de valeur. Voilà. Et ça, ça a boosté à un moment donné la croissance. Pas suffisamment, parce qu'au final, ça se régule. Et là, on voit que il y a très très peu de croissance. Il y a très très peu Ah de... ouais, 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 il y a vraiment son effet de surconsommation des ménages à un moment donné. Voilà, Là, 2,7, ce qui est énorme, et là, ça repasse à 0,3, quoi. Ok. exactement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a en 2020 une baisse de la consommation importante qui est le Covid, en fait. Voilà. Donc les gens, ça a flambé un petit peu pendant quelques semaines, quelques jours. Voilà. Ça a fait vider les stocks. Et vous voyez, tu vois, 2020, 2021, tu as deux baisses de stocks. Ensuite, comme les gens avaient épargné, c'est-à-dire comme il y a eu un mécanisme quand même de maintien de salaire pendant le Covid, eh ben, ils se sont mis à reconsommer tout ce qui a eu un peu de libération d'épargne, etc., en 2021. Mais les stocks, c'est ça le paradoxe, il y a eu une hausse de la consommation et les stocks, donc on continue d'être négatifs. Voilà. Et hop, en 2022, tu commences à voir les stocks remonter et la consommation baisser. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Et c'est quoi l'échange extérieur? Change extérieur, le commerce, enfin la balance commerciale. Voilà. Pourquoi on a une bonne Euh, balance commerciale en 2024? T'as une raison, ça? Ça, c'est un effet de valeur, justement, par rapport à l'inflation des prix de matières premières. Comme on exporte beaucoup de matières agricoles, en fait, on a un effet de valeur, puisque ces matières agricoles valent Coûte beaucoup plus cher plus qu'avant? qu'avant. Ouais, Voilà. d'accord. Ok, ok, ok. C'est ça que tu voulais montrer, c'est ça? Voilà. Des- Donc Ah, là, ça, ce c'est qu'on le voit, nombre de défaillances d'entreprises. Donc, en 91, on était à 60 000, et là, on est en train de remonter au-dessus de 60 000 aussi. c'est ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est, vous voyez, donc il y a des moyennes, etc., de 2010 à 2019 de défaillances d'entreprise. On voyait qu'on était quand même pas dans une bonne période, hein. Euh, mais en 2018 et en 2020, 2019-2020, on voit que ça a baissé parce que c'était des entreprises qui ont reçu des prêts pour être maintenues, etc., pendant le Covid. Et là, elles sont toutes en train de défaillir. Alors, celles qui auraient dû défaillir, parce que la crise économique étant pas simplement le Covid, c'est un effet d'augmentation, mais la crise économique est violente depuis un moment. Là, on a un double effet. On a celles qui devaient défaillir commencent à défaillir parce qu'elles n'ont plus, elles doivent rembourser des prêts à l'État qu'elles ne peuvent pas rembourser, etc. Et en plus, ça intervient dans une période où les prix ont augmenté, les salaires ont baissé et où la production industrielle, le chômage va augmenter. Donc, vous voyez, là, on a un taux de défaillance et vous voyez la remontée. Tu as vu la remontée? Ouais, Comment ça fait elle est mal, hein. incroyable. Et donc, Ça fait mal, hein. elle va monter à, je vous le dis, hein, on peut faire le pari, mais ça va monter à 80, 90. C'est sûr et certain. Ouais, ça fait super mal. Juste, je voudrais noter que là, les meilleures périodes pour la France, c'est sous Jospin. Mais Chris, d'après lui, Usul est un traître d'admirer Jospin, quoi. Mais après, voilà, quoi. Non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Tu voulais montrer les autres ou pas? Vas-y, alors, donc ça, c'est la construction. Alors, ouais, ça, c'est très intéressant. Il y a des secteurs fondamentaux en France, notamment parce qu'on parle beaucoup des petites PME, des artisans, etc. Un des gros, c'est la construction. Alors là, vous voyez typiquement ce que c'est. La hausse des taux d'intérêt, la baisse des salaires, la hausse du chômage. Vous voyez, la construction est en train de se casser la gueule,
que ce soit des logements autorisés ou des logements commercés. Euh, donc on va vers une crise fondamentale, parce que là c'est que le début, mais tout est en train de tomber. Voilà. Donc pareil, hein, nos bourgeois ne comprennent pas les signaux du marché, ils continuent de laisser des taux, alors qu'ils commencent à baisser, mais de manière basse, ils continuent de mettre des taux d'exploitation, des baisses de salaire, de l'austérité, et ils sont en train de tuer complètement tout un secteur euh, euh, qui est fondamental dans l'économie française. Donc là, ils sont en train de vraiment saborder toute l'économie. Donc ça, c'est Bruno Le Maire. Hein. C'est Bruno Le Maire et ses copains font n'importe Ah, quoi. mais ce qui est super intéressant, c'est justement de voir, tu vois, le modèle de l'Espagne. L'Espagne qui est même pas non plus particulièrement, tu vois, c'est pas ultra socialiste ou je sais pas quoi. Mais tout le monde avait promis que l'Espagne, avec la gauche, ce serait l'enfer parce ils ont augmenté un peu le SMIC, machin et tout. Et typiquement, les Bruno Le Maire, ils doivent pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que l'Espagne arrive à relancer un petit peu l'économie et pourquoi eux tous tarient, tu vois? Je suis sûr Mm. que. Et puis à chaque fois, L'Espagne, c'est les l'Espagne, mecs qui sont en train de mettre des freins à notre économie et qui créent cette situation et qui se disent c'est parce qu'il n'y a pas assez de freins que la situation en est là. Donc pour eux, il faut continuer à sabrer, par exemple, baisser le SMIC. Bon, ils le feront pas, tu vois, mais baisser les salaires, continuer à sabrer l'économie française, quoi. ben, clairement, et donc ce qu'on disait début 2024 dans la vidéo de bilan de la 2023, c'est qu'on a les pires politiques françaises, c'est-à-dire en termes de compréhension économique, qui sont des libéraux et des pré-rooseveltiens. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas le keynésianisme. Et donc, quand ils sont face à des crises économiques fondamentales comme celle-ci, eh bien, ils ne font que de l'austérité. Ça veut dire que c'est comme si vous avez une roue qui tourne mal et que vous vouliez essayer de la faire marcher en balançant du sable à l'intérieur. Si, il paraît que le sable, ça aide à rouler, quoi. La roue est grippée, mais vous balancez du sable dedans. Bon, bah là, ils font ça. Voilà. Et donc, ils sont en train de tout détruire en termes de dynamique économique, quoi. Hop, le prochain, c'est Et quoi? La production automobile française divisée par 3 voilà, en 15 pareil. ans. Donc, la production automobile. Ça, c'est la Voilà, séquence donc, Dooming, en fait, les graphes d'alternatives économiques, hein. mais vraiment, ils sont en train de rendre tout catastrophique, quoi. Donc là, donc ça va Putain, pareil, au hein. niveau de 1960, en dessous du niveau de 1960. Voilà. Donc bah, il y a aussi beaucoup de délocalisation, mais là, il y a encore plus. Là, il y a tout un travail qui n'a pas été fait, justement. Comme ils ont augmenté les taux d'intérêt, ils ont bloqué les capacités d'investissement. Il y aurait des possibilités, par exemple, je sais pas, de fabrication de voitures électriques, réindustrialisation. Donc même quand ils vous disent la réindustrialisation, ils font n'importe quoi. Tu vois. Là, il y aurait, par exemple, typiquement une politique de transformation, même si on est libéraux, enfin nous on est communistes, donc c'est pas tellement notre problème, c'est juste pour expliquer. Mais des libéraux keynésiens un peu intelligents, là normalement, vous voyez, dans le pic de 2000, ouais, point de 2010, là normalement il y aurait dû avoir donc ça on peut remonter, même 2017, Macron, il y aurait dû avoir un effet de relance, voilà, du secteur, de transformation du secteur pour aller sortir du thermique, etc. Mais ils ont bloqué tous les investissements et ils ont encore plus aggravé la catastrophe à partir de 2020, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté les taux d'intérêt, fait baisser les salaires, comme on l'a dit précédemment. Alors là, ils ont encore plus aggravé, pas simplement la production et la productivité, ils ont encore plus aggravé le débouché, c'est-à-dire le fait que les gens achètent une voiture électrique pour remplacer leur voiture thermique, quoi. La bureaucratie française n'est pas Voilà. particulièrement lourde. Donc ça, c'est un truc juste pour montrer, parce qu'Alternative économique, c'est un peu des gauchistes quand même. Mais c'est pour montrer que, vous voyez, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'austérité absolue. Mais cette austérité, en fait, c'est vraiment parce qu'ils savent rien faire d'autre. C'est-à-dire, tu sais, c'est leur truc bon père de famille. Et ils pressurisent les coûts de l'État. Voilà. Donc ils se disent, on va pressuriser les coûts de l'État. Pourquoi? Pourquoi ils pressurisent les coûts de l'État? Parce que toute leur politique, c'est justement pour eux, c'est une politique de l'offre. Donc ils nous disent, pour que l'économie reparte, il faut, parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un problème de débouché,
il faut qu'on libère de la, comment dire, de la valeur qu'on capte aux entreprises. Donc, leur but, ça va être de supprimer les impôts aux entreprises, faire des CICE, des mécanismes de redistribution, etc. C'est-à-dire de fournir de la valeur qui était avant captée par l'impôt, par l'État, collectivisée, aux entreprises. Sauf que ces entreprises, elles vont rien en faire. Parce que de toute façon, elles ne vont aller que dans leur poche. Elles n'iront pas à leur salariat et elles n'iront pas à l'investissement, puisqu'il n'y a pas de demande. Voilà. Les entreprises, quand il n'y a pas d'effet de demande, quand il n'y a pas de mécanisme de demande, ils ne s'amusent pas à distribuer l'argent qu'ils ont en trop. Tu vois, ils le captent et ils le stockent. Donc, ils suraccumulent du capital. Donc, même l'idée même de réduire les dépenses de l'État pour faire, voilà, relancer l'économie, c'est n'importe quoi. Et en plus, là, ce que vous montrez Alternative économique, c'est qu'en plus, les coûts de l'État ne sont pas si importants que ça en France. Ensuite, c'est plus de contractuels, moins de titulaires, nouveaux Donc visages des voilà, c'est la enseignants même à chose. l'université. Voilà. Donc ça Ouais, c'est la même sabre chose, hein. partout, quoi, tu vois, dans les fonctionnaires, etc. Voilà. Les mecs, ils n'arrêtent pas. L'aversion à l'augmentation des impôts n'est plus Bah, ça, c'est majoritaire en juste pour montrer un 2024. petit peu comment ça change. C'est-à-dire, voilà, la façon dont les gens se disent, tu vois, c'est un sondage, hein, euh, est-ce qu'il faudrait augmenter les impôts? Bah, les gens commencent à comprendre que oui, il va falloir ils sont plus intelligents que nos gouvernements de droite, hein. Je rappelle que Barnier a eu du mal à faire son gouvernement, son budget, parce qu'il avait des gens qui voulaient augmenter les impôts. Voilà. Mais clairement, les gens commencent à comprendre qu'il y a de la valeur aujourd'hui qui est suraccumulée, qui ne re-rentre plus dans le circuit de circulation donc, de marchandises, et donc bah, que ça bloque l'économie. Donc, C'est donc marrant quand même, hein. Enfin, comment est-ce que les gens ont compris ça? Parce qu'il y a quand même des grosses différences, hein, quand t'as 9%, là, t'as 7%, c'est pas des ça, c'est petites différences, et dans tous les trucs, tu vois. l'hégémonie du bloc de gauche. Parce qu'en fait, c'est logique, hein, c'est que on le voit quand même, on est quand même dans le dooming, mais on voit quand même que la moïsation fait son effet, cher ami. Et donc, on voit que le bloc central, qui lui n'était que orienté vers supprimer de l'impôt, redonner de la valeur aux entreprises pour refaire l'économie, a échoué. Donc il va y avoir deux blocs qui vont s'affronter. Le bloc libéral raciste qui va dire bah non, nous on va supprimer les coûts pour les aides, l'AME, etc. Voilà, eux ils vont avoir une logique de suppression des coûts de manière raciale. En face, on a un bloc qui est en train de prendre, c'est-à-dire que même le pire de la fausse gauche CIA comme Glucksmann, lui-même est pour, tu vois, lui-même, les gens qui votent pour lui ou sont pour augmenter les impôts. Voilà. Donc en fait, on voit l'hégémonie, la perte d'hégémonie du bloc central anti-impôt progressiste, elle est en train de disparaître. Donc on va avoir deux blocs, un bloc, on va dire, anti-impôt raciste et un bloc pro-impôt non raciste. Voilà, ça c'est la moïsation. Je sais pas si ça Ah, répond à ta question. si, si. Ensuite, entre 2024 et 2020, le Parti démocrate a perdu des voix chez presque tous les électeurs. Ça parle des États-Unis. Ouais, alors ouais, c'est juste pour montrer. Donc là, on va pouvoir enchaîner. Là, on voit justement que on est. Donc ça impacte la France, mais ça impacte pareil aux États-Unis. Et on voit que aujourd'hui, euh, on voit aujourd'hui que les solutions historiques ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, chez nous, Macron est en train de tomber. Et aux États-Unis, on voit par exemple que Biden, même s'il a essayé de faire quelque chose, n'étant pas allé assez loin dans le keynésianisme, en fait, ou dans le néo-keynésianisme, c'est-à-dire sa politique, et on l'a dit dès 2024, est très très faible par rapport de 4 000 milliards, il aurait dû en mettre 20 000 ou même 40 000 pour pouvoir relancer l'appareil productif américain. Et ben on voit que Trump a raflé la mise. Pourquoi? Parce que Trump a perdu en 2020 parce qu'il y avait le Covid. Et qu'effectivement, face au Covid, le libéral anti-État, pro-industrie, pro-libéral, pro-marché qui était Trump, s'est pris sur la gueule un manque, on va dire, étatique, un manque de protection étatique,
parce qu'il y a eu le Covid. Donc ça, il l'a payé. Mais maintenant que la crise est sortie, il n'y a plus de crise sanitaire. Enfin, il y a toujours une crise sanitaire, mais je veux dire que les gens ont l'impression qu'il n'y a plus de crise sanitaire. Le problème économique redevient prégnant. Et donc là, comme Biden a échoué, parce qu'il a été trop mesuré dans une espèce de politique de relance, là, la dynamique Trump de relance de l'économie et de libéralisation a fait mouche, quoi. Et a fait mouche sur tous les secteurs. Ensuite, le nombre de soldats russes morts en Ukraine bat des Ouais, bon, records. Ouais, ça va. sujet, ouais. Le réchauffement climatique, c'est pas le sujet du jour. La Non, non, sécheresse. Ok. Ok, ok. Ensuite, donc voilà le bilan 2024. Donc, ouais. pour vous donner un ordre d'idée, pour vous montrer que ça. Voilà, ce qu'on avait dit, la hausse du chômage. Donc là, ils auraient dû écouter notre vidéo, hein, pas dû, hein, mais on l'avait annoncé. Bon, voilà, là, ça commence à. Ça commence à, ça commence à tomber et pendant tout 2025, ça va être la catastrophe. Voilà. Donc là, vous Et ce qui voyez, est énorme, parce que là, on rentre dans le truc, parce qu'on a commencé par dire Macron va-t-il finir l'année? Ce qui est énorme, c'est que Macron, il tenait. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi à faire baisser le chômage, tu vois. C'était presque le seul truc de Macron, c'était bon, moi je suis quand même arrivé, j'ai réussi à faire baisser le chômage, machin. Et donc, tu avais quand même des gens qui disaient oui, mais économiquement, il est sérieux. Et là, les gens ont été déçus sur Macron parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une passoire fascisante, qu'il était progressiste sur rien, que à droite ils disent qu'il n'est pas assez fort sur l'immigration, et à gauche on trouve qu'il est trop discriminant envers les immigrés. Enfin voilà, il a perdu le soutien de tout le monde. Et en plus de ça, il va montrer que c'est un rigolo sur l'économie et que ça va se oui, casser la gueule et que ça va être encore pire que quand il était là. C'est-à-dire qu'on aura eu l'austérité et en plus de ça, on va avoir le retour du chômage. Tout coûtera plus cher. Enfin, là, il va montrer que on peut vraiment creuser quand on est encore au plus bas, quoi. ouais, exactement. Bon, c'est pour ça, moi, je pense qu'il finira pas 2025, mais là, on va vers une crise et sans précédent. Et ils ont et clairement, quand il avait encore le pouvoir et une majorité, il pouvait avoir un effet, c'est-à-dire qu'il aurait même pu tenter quelque chose comme Biden, tu vois. Mais là, il n'a même plus de capacité de choisir lui-même sa politique. Donc, il va que subir justement tous les choix catastrophiques qu'ils ont faits. Et ça va s'accélérer, mais Mais violemment, hein, je vous le dis. tu penses qu'il va 2025, ça quitter va être parce qu'il a violent. quand même un ego de zinzin, le gars. J'ai l'impression qu'il est un peu dans le déni par rapport à la situation. Il y a moyen qu'il tienne 3 ans. Il y a peut-être même moyen qu'il foute à un Non. moment donné barder la Premier ministre. Alors, on avait fini là sur la partie 2024, je crois, je sais plus. Ouais, je pense, oui. On est sur les perspectives. Pour moi, il va pas tenir 2025. Pourquoi? Parce que tu viens de donner la clé, Padu. Euh, il était, euh, il apparaissait comme quand même un effet de stabilité économique pour ses sponsors. C'est-à-dire, enfin, voilà, les gens qui croient en lui, la bourgeoisie, le bloc bourgeois, etc. Là, il a perdu les capacités politiques. Voilà, et la crise va s'aggraver. C'est-à-dire que là, vraiment, pour l'instant, les entreprises ne comprennent pas encore ce qui se passe, mais là, leurs carnets de commandes vont baisser. Donc, Et tu penses euh, que ça va être violent là, genre dans les prochains mois, quoi, directement? Que ça va ouais, être. ouais, je pense que tout 2025, le chômage ne va faire qu'augmenter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que les salaires vont encore plus être compressés. Et donc, la consommation va encore plus baisser. Donc, les carnets de commandes, on va rentrer dans un cycle vraiment de hausse du chômage violente, quoi. Voilà. Et donc, comme il sera dans l'incapacité de relancer la production et l'économie et la croissance, parce qu'ils marchent qu'à ça, en fait, les libéraux. Tant qu'il y a de la croissance, ils sont contents, mais là, il ne va plus y en avoir. Euh, ils ne peuvent pas garder au pouvoir un type qui n'a plus les manettes et le contrôle. Ce qui le sauve aujourd'hui, c'est pas tant que son ego ou quoi que ce soit. Et moi, je pense qu'on a des signaux faibles qui nous montrent qu'il commence à être lâché, même par des gens qui le soutenaient de loin. Tout ce qui commence à sortir dans le monde, tu vois. Oui, Tous les les gens qui affaires commencent. là. Hein. Les trucs avec les Mamadou, les Voilà, tu trucs vois, tout avec ce où qui il dit commence. que Matignon c'est la cage aux folles et Tous tout. les gens qui nous ont fait croire que c'était le Mozart de la finance. Qui commence à dire, mais tu as vu, il y a eu le truc des sorties dans le monde, mais le monde a aussi parlé de son patrimoine, en disant c'est chelou.
Donc tous les mecs qui nous ont vendu ce Mozart de la Putain, les finance, mecs, ça fait 5 ans qu'ils savent et tout, et les gars, ils sentent ça 10 ans maintenant, presque. quoi. Donc, donc clairement, nous on parlait il y a un an de la politique, tu sais, de la barricade bourgeoise, parce que c'était quand Attal était président, ils avaient encore leur fausse majorité, mais la majorité pouvait gouverner par 49-3. Et on disait en 2024 qu'ils se barricadaient derrière les fidèles de les fidèles, mais là, ils sont même plus dans la barricade, ils sont dans le bunker. C'est vraiment les derniers jours de Hitler, quoi. Ils sont dans le bunker ils font n'importe quoi et ils tentent des. Et là, le dernier truc qu'il a tenté, ils tentent des coups, des offensives perdues. Et la dernière offensive perdue qu'il a fait, c'est la dissolution. Et là, il s'est encore pris une Ah ouais, baffe c'est la... monumentale. tu sais, Donc, c'est le dernier assaut. C'est le gars, ouais, il c'est se le dit, ouais, dernier assaut. Allez, on- on envoie. Toi, c'est vraiment. Et la baffe. on va finir par prendre Stalingrad, mais en fait, le mec, il prend pas Stalingrad, tu vois. Exactement. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comprendre le coup qu'il a voulu tenter Macron quand il a fait la dissolution. Mais ça montre aussi il comprend même plus les rapports de force. Il n'est même plus capable de comprendre les rapports de force qu'il y a dans la politique. Il a cru que Glucksmann, tout seul, cet abruti, empêcherait la reconstitution de la NUPES qu'il y avait eu 2 ans avant. Tu vois. Juste l'effet que Glucksmann ait capté le vote Jadot des européennes, ferait qu'il n'y aurait pas de NUPES. Mais ça, il faut vraiment être un abruti. Tu vois. Donc le Mozart de la finance, le Napoléon de la politique, fait n'importe quoi. On a un raid Euh, de Cassandre, là, on est en train de parler de si Macron va finir l'année, et justement, ça attaque le Kluxman, donc ça va plaire aux aficionados de Cassandre. ouais. Donc tu vois, et donc, c'est-à-dire qu'il n'a même pas compris que Glucksmann, c'était rien du tout, et que même les pires anti-Mélenchon, comme Boris Vallaud, etc., toutes ces racailles de la politique, euh, eh bien, étaient obligés de faire un NFP, parce que c'était le seul moyen qu'ils avaient pour pouvoir maintenir des députés. Donc, et donc on l'a vu, il a fait n'importe quoi économiquement et il fait n'importe quoi politiquement. Donc là, ils sont même plus dans la barricade, voilà, ils sont même plus dans la, ils sont dans la politique de bunker, voilà. Et là, les gens commencent à sortir, tu vois. Vous voyez, c'est Hitler dans la chute là, dans le film. Les gens commencent à se dire bon, il n'y a pas moyen de se barrer là parce que ça commence à puer. Et là, on l'a vu fin 2024 avec ce qui est sorti dans le monde, etc. Euh, et ça va continuer. Et ces sponsors vont disparaître. Le seul truc qui le fait gagner aujourd'hui, c'est que en face, il y a 2 blocs sur lesquels la bourgeoisie, comment dire, n'est pas encore prête comment dire, à À miser. investir, voilà, Mm. à miser. S'il y avait une droite LR à 25-30% hégémonique, ça fait longtemps qu'il serait tombé. Euh, Aujourd'hui, elle a disparu. S'il y avait un PS néolibéral, libéral, social, etc., mais sans risque, elle y serait allée. Là, aujourd'hui, elle a des certitudes sur le bloc de gauche, sur le fait qu'ils vont attaquer sa valeur. Voilà. Donc, le bloc bourgeois ne peut pas faire tomber son poulain Macron. Et des incertitudes sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le côté aventureux du RN. Voilà. Et c'est ça qui fait que Macron tient, en fait. C'est qu'il n'y a pas de remplaçant automatique pour le bloc bourgeois pour investir demain une présidentielle. Voilà. Et donc, lui, ça le fait tenir. Mais aujourd'hui, ça ne tiendra pas 3 ans. Ça ne peut pas tenir 3 ans. Pourquoi? Parce que la crise va s'accélérer. Et qu'à un moment donné, ce qui est aventureux quand la crise commence, on l'a vu, va devenir nécessaire quand la crise va s'aggraver, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu voulais parler d'un article, je crois, Ouais, de Romaric Gaudin je vous sur invite à Mediapart. lire l'article de Romaric qui montre justement exactement ce qu'on vient de dire. Le L'échec de Michel cinéma. Barnier montre l'impossibilité d'un compromis démocratique avec le capital, il s'appelle Ouais, alors c'est un peu long, l'article. on va pouvoir le lire euh, Oh, bah, les gens rapidement. peuvent le lire, Ouais, on va pas nous-mêmes le lire, hein, mais voilà. Mais juste, on va lire les grands titres pour vous donner un petit peu le contenu. Donc, donc les politiques possibles. Ce qu'explique Romaric, c'est qu'il y a peu de forces qui s'opposent. Et il y a la partie de la finance et la partie de la production industrielle. Et les deux, en fait, ne veulent pas lâcher du lest. Voilà. Donc, ils ne veulent pas lâcher du lest sur leurs valeurs.
Les financiers continuent de vouloir maintenir des taux d'intérêt pour maintenir de la rente, et la production industrielle continue de faire baisser les coûts de production, les impôts, etc., et ne veut absolument pas augmenter ses impôts de production. Elle s'enferme, ce qu'on disait tout à l'heure, dans un schéma austéritaire et libéral. Tu peux aller à la conclusion si tu veux. Ouais. Voilà. La conclusion, c'est ça, l'impossible issue démocratique. Vas-y, la crise, voilà, descend. 2 issues possibles. Donc voilà, la conclusion de Romaric, et là-dessus, c'est intéressant, mais moi je pense qu'il y en a une troisième. 2 issues possibles. Soit une suspension de fait des instances. Donc ce qu'il dit, c'est que lui, il pense que la crise, là, va devoir passer par 2 choses. Soit un gouvernement technique, c'est-à-dire un gouvernement de pure administration austéritaire, etc., mais qui ne résoudra rien à la crise. Donc, comme ce qui s'est passé en Grèce. Avec Karim Bouamran ou pas? Même pire. Je pense que ça, c'est impossible. Et puis, de toute façon, ça ne permettra pas de résoudre la crise, parce que le problème de la crise, c'est le problème justement de la relance économique et de la sortie de la mécanisme austéritaire, comme on l'a vu précédemment. Voilà. Et donc, la deuxième, c'est l'extrême droite, c'est-à-dire de considérer que l'extrême droite va pouvoir justement maintenir ce niveau de libéralisme, mais, et c'est même pas l'extrême droite là, hein, quand il le décrit, c'est carrément le fascisme. Parce que le fascisme, si l'extrême droite pourrait avoir des politiques un peu de droite dure, etc. Là, si on veut maintenir ce niveau de décroissance économique et de violence du taux d'exploitation pendant la crise du chômage, etc., va vraiment falloir être fasciste. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir, tu disais, ne pas baisser le SMIC, mais si, il va peut-être falloir passer même par baisser le SMIC à un moment donné, tu vois. Et ça, c'est impossible de le faire dans un pays comme la France sans, je vais être cash, sans tirer à balles réelles pendant des grèves, quoi, tu vois. Donc, on va dire ces 2 solutions-là. Moi, je pense qu'il y en a une troisième. C'est vraiment le départ de Macron. Et moi, je mise sur celle-là. Je pense que le bloc bourgeois ne va pas pouvoir maintenir cette impossibilité politique, voilà. Que ce soit administrative, et elle n'est pas encore prête au fascisme, etc. Donc, elle va tenter le départ de Macron, pousser au départ de Macron, pour essayer de récupérer la mise avec un Édouard Philippe, un Gabriel Attal, etc. Même si ça pose une incertitude, notamment sur le fait que ce soit peut-être le RN qui ramasse, voire peut-être Mélenchon. Voilà. Et ça, c'est un coup pour nous. Et je pense qu'il y aura une présidentielle en 2025. Donc là, vous pourrez regarder. Si c'est vrai ou pas, on fera le bilan dans 1 an. Mais il y aura, à mon avis, une présidentielle quasiment certaine en 2025, parce que la crise s'aggravant, Macron ne peut plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, passer pour un cadre politique et un cadre économique capable de maintenir les intérêts de la bourgeoisie. Tu vas faire en fin 2025, tu feras comme Soral, tu sais, quand Soral, une fois, il avait annoncé, ouais, donc Macron 4e, en 2017, il avait dit ça, je crois, Macron 4e, Le Pen 1er, Mélenchon 2e, Fillon 3e, et tu sais, après le premier tour, il dit, bon, bah, j'avais raison, et tout, alors qu'il n'avait pas raison du tout, le mec, tout le monde l'avait repris, tu sais, genre, il avait dit n'importe quoi. Bah, tu feras pareil, tu diras, là, j'avais raison, donc Macron est resté au pouvoir, il a mis Glucksmann Premier ministre, comme je l'avais dit. Non, mais en fait, moi, je pense que le gouvernement tel qu'il est là, on le voit bien, hein, même le gouvernement Bayrou, enfin, pour redire ce qu'on disait sur Macron, Macron est arrivé comme dépassement des incapacités de la gauche et de la droite. On l'a vu, hein, l'économie, elle n'était pas terrible avant, hein, sous Hollande, sous Sarkozy et tout. Au final, donc, Macron est arrivé en 2017 comme une tragédie, il va repartir comme une farce. C'est-à-dire que le gars arrive comme dépassement des rebuts de la gauche et de la droite, et il finit avec Manuel Valls, Darmanin, Bayrou, et Rebsamen, tous les rebuts de la politique normalement qu'il aurait dû enterrer en 2017. Tu vois. Donc là, on est vraiment dans... ça ne peut pas durer. Je pense qu'elle sera très vite censurée. Donc on va s'enfermer, la crise économique va s'enfermer dans la crise politique. Et le jeu du RN, en fait, le RN est coincé dans ses contradictions. Il n'y a qu'un parti qui est cohérent aujourd'hui,
c'est l'AFI. C'est-à-dire qu'elle a une politique et une pratique qui n'est pas contradictoire. Le RN, comme le PS, a le même problème. C'est-à-dire que il veut, pour gagner, il a besoin de s'asseoir sur une base populaire de radicalité un peu dégagiste. Hein, tu vois, donc la base populaire de Le Pen, elle est comme ça. Et en même temps, il veut apparaître comme le recours bourgeois, le sérieux. D'ailleurs, vous voyez, quand ils parlent en ce moment, leur truc de langage, c'est l'alternance. On est l'alternance. Ils sont vraiment rentrés dans la normalisation. Donc, il y a eu des contradictions au RN pour savoir s'il fallait censurer Barnier ou non. Voilà. Il y a une aile qui était pour la censure, une aile qui ne l'était pas. Par exemple, un type comme Zemmour, qui est loin du RN, mais et c'est quand même ses sbires, était absolument contre la censure de Barnier. Pour eux, c'était n'importe quoi. Par contre, il y a une aile qui est, elle, plus dégagiste et qui peut pas se et qui est obligée de, comment dire, Et qui est d'apparaître majoritaire chez les électeurs RN, je pense voilà, d'ailleurs. exactement. Donc ils sont coincés dans cette contradiction. Et si demain Euh, le RN ne censure pas, et d'ailleurs je pense qu'il y a des gens qui commencent à sortir un peu du RN aussi pour ça. Alors à la fois ils font rentrer du vote bourgeois, mais à la fois ils perdent peut-être du vote dans l'abstention. Tu vois, des gens qui étaient en mode oppositionnel avec le RN et qui commencent à partir peut-être dans l'abstention, tu vois, pour ça, parce qu'ils Exactement. voient que ça s'intègre. Voilà. Et donc du RN aujourd'hui, c'est comment être majoritaire et en même temps acceptable. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir les deux bouts. Donc ça, c'est quelque part un peu rassurant, parce que ça veut dire que le pays n'est pas totalement en train de se fasciser. La bourgeoisie non plus, le fait qu'elle ne le désigne pas tout de suite comme successeur, c'est déjà ça. Par contre, on voit que s'il commence à capter, et c'était un peu la leçon de 2024, il commence à capter des retraités qui compensent peut-être des pertes de vote populaire, on risque d'avoir, c'était notre prévision, nous on avait dit Ciotti va rejoindre le RN là, il y a un an, c'est arrivé, on risque de voir une recomposition euh, d'une droite très dure, voilà, prête à gouverner, qui va peut-être perdre en base populaire, mais qui va en garder un minimum, tout en captant beaucoup plus de classes bourgeoises, et qui va peut-être reconfigurer le bloc de droite qui était Sarkozy 2007. Je Hmm. ne vais pas donner de voilà, mais le meilleur truc qui pourrait arriver à voilà. Et pour ça, il va falloir quand même résoudre des contradictions à l'intérieur de l'appareil RN. Je pense qu'un Bardella va jouer cette carte-là. Il va falloir qu'il vire Marine Le Pen, qui elle joue l'autre carte, qui est encore dans le côté dégagiste. Donc ça, c'est des contradictions internes qui font que ça laisse du temps à Macron. Voilà. Et qu'on ne sait pas, et ils sont obligés de jouer. On a censuré, tu vois, on a censuré, mais on va pas censurer, on n'est pas sûr, parce qu'ils donnent des gages justement à la bourgeoisie. Là où la FI dit, bah, de toute façon, nous, on censurera tout le monde, parce que quand on prendra le pouvoir, vous aussi, on va vous censurer, tu vois, enfin, je veux dire, le bloc bourgeois, quoi. Donc, ça, c'est cohérent. Et à côté de Et ça, il faut à tout prix, et ça on l'avait montré, tu sais, quand on avait fait une analyse avec des diagrammes en barre, tu sais, où on montrait un peu le bloc de gauche, le bloc de droite, et on montrait la mobilisation en train de se faire, c'est-à-dire le passage de 3 blocs au passage de 2 blocs, et avec quel bloc on doit encore prendre, par exemple, à gauche, pour arriver à avoir un vrai bloc de gauche et à bouffer Macron. Et il y avait notamment des professions intermédiaires, des choses comme ça. Et autant tu dis, oui, le RN va capter, par exemple, des retraités ou des gens un peu de vote bourgeois, mais à gauche, on doit capter, et on est un peu en train de le faire. Je pense à la figure de quelqu'un comme Cédric Villani ou comme Régis Les Gorillas, tu vois. Si on prend un youtubeur Régis Les Gorillas, si on prend un député Cédric Villani, des mecs qui ont été macronistes justement pour le changement, en se disant en 2017 pourquoi pas le changement, et qui ont vu qu'en fait c'était pas du tout le changement et qu'on switchait à gauche, tu vois. Et il y a un enjeu à gauche de reprendre justement énormément de gens de professions intermédiaires qui sont pas forcément fans de Mélenchon, tu vois, mais qui ont cru à un Macron progressiste et puis qui doivent finir par voter à gauche, tu vois. C'est un enjeu, je pense, pour la gauche. mais complètement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début, et puis quand on a vu l'effet de la crise. La tâche de la FI aujourd'hui, c'est surtout pas de se recentrer
et de donner des gages Très bien, au centre, c'est de radicaliser des classes intermédiaires. bien sûr. Donc la tâche de l'AFI, c'est vraiment de démontrer, j'espère que nous, on va y arriver, de démontrer que la politique économique de l'AFI aurait été bien meilleure, même pour sauver les intérêts de l'entrepreneuriat, de l'entreprise et de la croissance française dans les années, si Mélenchon avait été élu en 2022, mais qu'elle est même indispensable aujourd'hui et qu'elle doit encore se radicaliser. Il va falloir être beaucoup plus, va falloir beaucoup plus démarchandiser des secteurs, nationaliser des secteurs, réinvestir de manière massive dans les services publics, dans la santé, etc., pour refaire partir le pays. Il ne faut surtout pas se recentrer pour essayer de capter ces là. Il faut radicaliser ces gens-là, c'est-à-dire de dire les solutions qui échouent avec Macron échoueront si vous avez Glucksmann ou si vous avez Olivier Faure ou si vous avez, je sais pas, les écolos, quoi. Et pour ça, il faut faire cette analyse matérialiste et il faut absolument que la FI garde ce cap de non pas d'être une alternance, mais une alternative, c'est-à-dire un autre projet de société. Et pour Il y a ça, pardon? Ouais, t'as dit du voyageur qui dit après ça lié aux bourgeois de gauche, c'est aussi se mettre une balle dans les pieds. Bah justement, non, le but c'est de radicaliser ces bourgeois de gauche. Si c'est se mettre dans la roue du Parti Socialiste, c'est de la merde. C'est ça. Par contre, si c'est radicaliser du votant socialiste vers un projet plus radical, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est quand même ce qu'a essayé de faire la, Mais c'est la pas France Insoumise. les bourgeois. Je veux dire, les bourgeois représentent rien. Oui, Moi, oui, j'en bien ai sûr, rien à bien foutre. sûr. On prend le pouvoir sans les bourgeois. La question, évidemment. c'est les cadres, les cadres intermédiaires, les mecs qui sont techniciens, ingénieurs, etc. Tous ces gars-là là, qui Bien sûr, bien veulent. sûr. Comment on les fait participer à un projet de transformation de l'appareil industriel, de partage du temps de travail, de hausse comment dire, de rebifurcation, c'est-à-dire voilà, que la valeur aille non plus au capital, mais au travail dans sa généralité. Comment on fait en sorte de les mettre là-dedans? Voilà. Les bourgeois qui sont rentiers, ils représentent que dalle de la nation. On s'en fout d'aller les Je chercher. pense que la FI a réussi à bien faire ça avec notamment enfin, réussi en partie à bien faire ça avec la centralité du programme. C'est-à-dire qu'en proposant des alliances autour de leur programme à des gens comme le PS, ils ont un peu piégé certains appareils politiques parce que du coup, leurs électeurs, aujourd'hui, les électeurs du PS, bah, il est plutôt en accord avec le programme de la France Insoumise qu'avec le programme, je sais pas, de social traîtrise que pourrait proposer un Glucksmann s'il était en accord avec ses propres valeurs. Parce que je pense que quand il propose un programme, il essaie un peu de chasser sur sa gauche, donc de Et de faire toute peut-être façon, plus à gauche que ce qu'il En est. fait, Glucksmann sera une porte au Trumpisme français, c'est-à-dire au libéralisme réactionnaire. Euh, Parce qu'il échouera comme Biden. C'est-à-dire il fera les mêmes politiques insignifiantes de relance. Donc la crise est tellement avancée que ces politiques même de relance, de hausse d'impôts à la marge, etc., vu qu'il essaye de ménager la bourgeoisie, etc., n'auront aucune forme d'efficacité. Donc de toute façon, je dis Glucksmann, mais ça peut être Faure ou Marine Tondelier, on s'en fout. Enfin, tu vois, ils sont tellement euh, aussi idiots que Bruno Le Maire sur le plan économique, ils n'y comprennent rien sur les crises du capital, etc., que de toute façon, ce qu'ils essaieront de faire, de ménager la chèvre et le chou dans une période de crise aggravée, font que de toute façon, ils prépareront la droite libérale réactionnaire qui est en train de se constituer autour de Bardella, Ciotti, quand Marine Le Pen va être évacuée. Tu vois. Donc Glucksmann s'est reculé pour mieux sauter. Ça ne changera rien. T'as vu l'extrait de Tourdelier là où il y a Lumi qui lui dit bah ouais mais bon c'est quoi votre avis sur la lutte des classes et puis elle dit euh, ouais mais bon, en gros elle dit mais trouvez-moi un autre système que le capitaliste, tu vois qu'en fait la meuf a jamais réfléchi à ça, tu vois qu'elle est éloignée du marxisme, du communisme, mais c'est un délire Moi, quoi. j'avais dit de toute façon, les écolos, ils ont deux solutions. Au mieux du mieux, c'est-à-dire en se gauchisant par rapport où ils sont aujourd'hui, ils peuvent devenir la social-démocratie post-néolibérale, relance par l'écologie. Donc, ils feront l'effet de la social-démocratie comme on a eu les social-démocraties dans les années 50, 60, dans les pays européens et dans les années 80, 90 en France. Voilà, ils peuvent faire ça. Voilà. Qui sera quand même
mieux qu'aujourd'hui, mais quand même loin d'une sortie du capitalisme, mais c'est le mieux qu'ils peuvent faire à gauche. Voilà. Soit ils vont être la caution libérale, la caution écologique de la gestion libérale de la pénurie. C'est-à-dire, habituez-vous à avoir moins parce que c'est bon pour la planète, quoi. Donc, ils vont préparer le fascisme. Ouais, c'est l'un ou l'autre, tu vois. Donc, euh, voilà, le seul cohérent aujourd'hui, c'est l'AFI, mais l'AFI, il faut surtout qu'il garde ce programme. Alors, il y a peut-être des stratégies. Voilà. Moi, je pense qu'il faut garder la conflictualité. Je pense qu'il faut peut-être être peut-être plus radical, mais moins brutal, D'ailleurs, c'est ce qui paradoxalement. est pas cohérent avec le PCF, tu vois, c'est qu'ils ont un programme même sur l'économie plus radical que la FI sur certains points, mais par contre, ils ont aucune radicalité oppositionnelle dans leur stratégie dans leur stratégie militante, tu vois. Ça n'a, enfin, militante, je parle pas des militants locaux, hein, mais je parle des militants nationaux, des représentants nationaux. Et ça, c'est une catastrophe pour eux. Et c'est un peu, en fait, ils la jouent au RN de gauche, tu vois. Ils essaient de montrer que ça pourrait être l'alternance parce qu'avant, vous savez, on a déjà eu un peu le pouvoir et tout. Et bah ouais, mais du coup, ça marche pas, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, les deux, tu vois, le PS a la contradiction interne à son échelle du RN. C'est-à-dire, il faut en finir avec le système, donc une forme quand même de... On ne pourra pas prendre le pouvoir si on n'est pas euh, dans une forme de bifurcation par rapport à l'existant. Tu vois, tout le monde comprend que c'est la leçon. Tout le monde en a marre de Macron. Voilà. C'est pour ça qu'il va tomber. Aujourd'hui, tout le monde en a marre de Macron. Voilà. Même son bloc, là, on voit les premiers effets, il va se déliter. Donc tout le monde comprend qu'il va falloir une forme. Mais comme le RN, ils veulent apparaître et sponsoriser par les gens qui tiennent encore les appareils productifs aujourd'hui et qui tiennent le bloc bourgeois macronien. Voilà. Donc ils ont le cul entre deux chaises. Euh, et voilà, le seul cohérent là-dessus, c'est l'AFI. Et l'AFI doit faire en sorte de se radicaliser encore plus, c'est-à-dire de projeter encore plus d'alternatives, peut-être, je te dis, être plus radical et moins brutal. C'est-à-dire, bon, c'est pas grave de arrêter peut-être de brutaliser le PS, qui on s'en fout, tu vois, mais soyons ultra radicaux dans les mots d'ordre. Proposons les 32 heures, 4 jours, dès l'arrivée au pouvoir, tu vois. Vraiment, aller beaucoup plus loin. Le SMIC à 2000 euros, tu vois. Mais c'est que... Et de mettre en avant justement la Ah ouais, capacité ouais. pour résoudre la crise, quoi. Ah non, mais puis en plus, quel plaisir. Là pour le coup, t'imagines, t'es militant fille, tu milites sur du 32 heures, 4 jours, SMIC à 2000 euros. Là, je peux te dire que quand tu fais du porte-à-porte, t'as des arguments et t'as des trucs qui créent du débat, tu vois, parce que t'as des mecs qui vont être contre, des gens qui vont être pour et tout. Là, c'est pas du Tondelier, c'est pas du Glucksmann, tu vois. Exactement. Et ça permet ça va permettre juste. Et après, il faut justement toute la pédagogie pour euh, faire pousser ça, tu vois. Mais l'analyse, comme on l'a fait de la crise économique, le montre qu'aujourd'hui, on voit qu'on a une problématique de transformation de l'appareil industriel qui est orientée vers une production carbonée, etc. Et donc, il faut des milliards d'investissements pour le transformer. Moi, je dis souvent, on est en 45. Tu vois. Le néolibéralisme est tellement destructeur qu'il a fait l'effet d'une guerre. C'est-à-dire, il a Toi, t'es pour détruit. l'épuration, tourné en 45. Ouais, ouais. Mais je veux bien retenir les gens, hein, j'ai une liste. Mais il a tout détruit. Et si on le laisse faire, il va continuer de détruire. C'est-à-dire, on disait tout à l'heure, détruire les solidarités, détruire. Donc, c'est une reconstruction. On est face à une reconstruction. Et ça demande des milliards d'investissements, des transformations, des strates sociales, de redistribuer le pouvoir, non plus à la bourgeoisie parasitaire, mais de la redistribuer peut-être à des classes intermédiaires, etc. Donc, il faut un programme de transformation ultra radical. Euh, et moi, je ne demande pas à la FI de... Tu vois, c'est là où les gens vont dire, ah, vous êtes communiste, mais vous votez pour la FI. La FI est une force sociale. La FI est une force sociale. Elle pèse 20%. On a besoin de... On ne peut pas se permettre de la sacrifier sur l'autel de la radicalité militante. Voilà. Enfin, la radicalité du corpus idéologique. Donc, faisons en sorte qu'elle maximise ses potentialités de... Chris est en euh, train de dire les communistes sont des radicaux, je suis fan de Manon Aubry, hein. Moi, c'est ce que j'ai entendu un peu.
C'est ça. Et, donc, faisons en sorte de maximiser ses capacités, elles, de bifurcation de l'appareil productif et de l'emmener justement vers une- le maximum qu'elle peut faire, c'est-à-dire de, comment dire, de verrou à l'accumulation capitaliste marchande, quoi. Voilà. Donc la nationalisation, la démarchandisation, la baisse massive du temps de travail, la hausse des salaires, etc. Donc il y a tout un tas de choses à faire là-dessus et d'embarquer justement la masse des travailleurs et du salariat dans un projet de vraiment de bifurcation, j'aime bien ce mot-là, de bifurcation des forces productives. Voilà. Euh, Putain, donc, on parle de communistes, et il y a, je sais pas si c'est le vrai Anastasie, mais il y a Anastasie qui dit c'est une illusion, Chris, ça. Et que ce soit le vrai ou pas, Anastasie m'aurait dit ça, donc... eh ben, si c'est Anas, bienvenue à lui. Euh, Moi, je dis pas que, en tout cas, c'est pas la question de savoir si. Je sais que ça peut marcher économiquement. C'est pas la fin en soi. Mais cette bifurcation-là offrera des nouvelles potentialités pour encore plus subvertir l'appareil productif et le capitalisme. Ça, c'est une vraie vision. Si vous croyez que plus la crise va s'avancer, plus la crise des forces productives va s'avancer, plus le fascisme va prendre de l'hégémonie, plus vous allez avoir de chances d'avoir une mise en mouvement du prolétariat, vous fourrez le doigt dans l'œil. Le prolétariat n'est bon que quand il gagne des victoires et quand il pèse dans l'appareil productif. Donc, la bifurcation de la FI, moi je dis pas que c'est le communisme demain et que c'est l'absolu, je dis que la bifurcation de la FI est un moment qui va nous permettre de repenser une phase progressiste et une phase d'ascension du prolétariat sur l'appareil productif. Voilà. Ouais, il dit c'est une illusion de penser qu'une organe réformiste fera autre chose que de la gestion bourgeoise de l'appareil d'État. Sans oublier l'exemple d'Allende. D'ailleurs, on l'a repris cet exemple d'Allende avec Cathédrale Osseuse quand on avait fait la critique de Mélenchon sur ma chaîne et puis sur les chaînes de Cathédrale Osseuse Ah, aussi. mais ok, moi je veux bien qu'on critique Allende et ses contradictions et la problématique de son bloc social, etc., avec les communistes et tout, mais Allende, il n'est pas tombé par simplement l'effet de ses mauvaises politiques. Il me semble qu'il y a quand même une intervention extérieure de l'appareil américain dans son pays. Donc faire croire qu'Allende a échoué parce qu'il a été trop bourgeois dans l'économie, c'est quand même pas très sérieux, quoi. Tu vois, c'est comme si on disait, c'est comme si Cuba, la baie des cochons avait fait tomber Castro un an après la Révolution, on disait, bah voyez, il a bien échoué parce qu'il a été trop bourgeois dans l'économie. Soyons sérieux. Voilà. Donc, euh, si on avait un Mélenchon, et ça c'est insuffisant, mais un Mélenchon au pouvoir, aujourd'hui, ça donne de l'air à tous les révolutionnaires possibles. Donc tous les gens qui s'estiment révolutionnaires et qui trouvent que la FI est trop bourgeoise, trop réformiste, je veux bien les suivre de A à Z, mais vous serez beaucoup plus capable de subvertir l'appareil productif et de mettre en mouvement le prolétariat dans ces conditions que dans les conditions fascistes. Je vous le dis. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Par contre, ce qu'on disait avec Cathédrale Osseuse, c'est que le problème, c'est sur la réaction aussi des marchés financiers et de la bourgeoisie. Parce que tu dis, il y a une intervention contre Allende, c'est vrai, mais il peut aussi y avoir des interventions contre la France qui ne prendront pas forcément la même forme. Mais tu peux aussi avoir des interventions, ce qui fait que quand tu as une France insoumise qui n'est pas assez organisée, bah, ça risque soit de se coucher comme ça s'est passé en Grèce, soit de perdre la main, tu vois. Mais après, moi, je suis d'accord. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que de soutenir la France insoumise. En fait, la France insoumise, elle a deux logiques. On peut la soutenir parce qu'on pense que c'est le C'est paradis qui sur Terre. Aliente? Quelqu'un qui met Aliente comme un alien avec un D à la fin. Il y a Alien B, On Alien on D. peut soutenir la FI parce qu'on est militant FI et qu'on considère que c'est ce qu'il y a de mieux et qu'après tout va aller bien. Bon, je pense même 90% des militants FI sont pas là-dedans. Voilà. Mais on peut aussi soutenir la FI en se disant que ça reste une force sociale. Vous voyez, c'est pas simplement, la FI, c'est pas simplement un corpus idéologique. Nous, on est matérialiste. C'est une force sociale. C'est-à-dire, c'est une force sociale qui a un certain niveau de radicalité et un certain niveau de masse.
Une matérialité, une force sociale, on va l'analyser comme ça. On va l'analyser en 2 axes. C'est très facile, par exemple, d'être extrêmement radical quand vous êtes minimal, peu massif. Bah oui, mais vous êtes à 3 dans un truc, vous pouvez construire tout seul un programme de transformation de l'appareil capitaliste ou de sortir, etc. C'est très facile. Voilà. Parce que vous êtes attaché à aucune forme d'hétérogénéité de la classe, de ses contradictions, de sa hiérarchie à l'intérieur du prolétariat, du salariat, etc. Voilà. Quand vous êtes à l'inverse massif, bah, vous êtes représentant des contradictions et souvent vous avez tendance à la conservation, c'est-à-dire puisque vous êtes très adéquate à la société, bah, vous êtes adéquate à la même dynamique que la société. L'AFI, c'est une force sociale qui nous intéresse. Pourquoi? Parce c'est celle qui a c'est celle qui, sur le rapport masse-radicalité, a le plus des deux. Voilà. Donc c'est pas que c'est la meilleure, c'est que on ne peut pas faire sans. Voilà. La façon, c'est comment on l'utilise au mieux. Bah, l'utiliser au mieux, c'est pas considérer que tout est parfait et que c'est le communisme incarné ou quoi que ce soit. L'utiliser au mieux, c'est de considérer que tant qu'elle est là, les forces de gauche ne tombent pas dans ne tombent pas, ne disparaissent pas complètement comme ça peut être en Italie, etc. Où bah, reconstruire quelque chose après Mélanie, ça va être très compliqué. Voilà. Et puis, c'est pas non plus de se dire ah ben le corpus idéologique de l'AFI c'est le meilleur, donc on le critique pas, on n'interroge pas de manière communiste et matérialiste ces problématiques, ces contradictions. Non, on fait avec. Voilà. Donc on se dit bah voilà, que peut le mieux l'AFI? Et bah pour moi le mieux qu'elle peut l'AFI, c'est radicaliser des classes intermédiaires en crise, voilà, dans une logique de bifurcation du système capitaliste, voilà, qui permettra 2 choses: de continuer de maximiser euh, bah, les droits, c'est-à-dire l'état de droit, les droits individuels, l'émancipation individuelle, etc., ce qui est quand même un apport du libéralisme, et en même temps de résoudre des problèmes productifs de la crise qui nous emmènent vers le pire aujourd'hui. Voilà, c'est pas besoin de plus, quoi. Yes, yes, yes. Est-ce qu'on s'arrête là sur cette capsule qui fait déjà 1h20? Donc le Ouais, pronostic c'est moi je vais juste finir. 2025 Macron tombe. Je vais juste Euh, finir pour dire que Macron tombe et que il y a, mais pas pour longtemps. C'est quelle stratégie pour la présidentielle? Vas-y. Ma stratégie, c'est de dire, ma truc, c'est de dire 4 partis de gauche au premier tour pour gagner, c'est trop. C'est pas assez. Donc, pire stratégie possible, c'est l'union de la gauche au premier tour. Comme le bloc central a disparu, comme je le disais tout à l'heure, il va pas se refonder, il a échoué et il va continuer d'échouer jusqu'à la démission de Macron. Et que le bloc de droite est en train de se refonder, ce qu'il faut maintenant, c'est une bataille à gauche. Voilà, ça. Il faut un premier tour avec 2 gauches qui vont s'affronter pour savoir laquelle des deux va affronter le RN au second tour. Une gauche Pourquoi? Attal Kluxmann et Ouais, une gauche Attal une gauche Mélenchon-Rousseau. Roussel même, tu vois. Nos camarades communistes devront choisir. Voilà. Mais 2 gauches, c'est-à-dire 2 visions, une démocrate type Kamala Harris qui fera n'importe quoi et qui préparera quand même le RN, ou une gauche beaucoup plus dans la bifurcation, dans la radicalité, comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi il faut ça? Parce que si on maximise au premier tour 35%, ça veut dire que toute la campagne présidentielle se fera sur qui va affronter la gauche, quelle droite va affronter la gauche au second tour. Et donc, on a de fortes chances soit d'avoir 2 partis de droite qui se battent, voire même un centre qui réémerge, parce que la gauche, en se rassemblant, sera qualifiée d'office quasiment. Et donc, on va avoir 6 mois de campagne à droite contre une gauche unie. Ça veut dire qu'on n'aura aucune réserve. On va se retrouver dans une situation que moi j'appelle 95. C'est Jospin, la droite Balladur-Chirac s'affrontent. Jospin est qualifié, il est premier au second tour parce que tout le monde est mort derrière lui. Résultat, qui arrive le troisième pendant longtemps, le troisième gagne et est président, Chirac, qui a même pas fait 20% au premier tour en 95. Donc il faut absolument que nous on arrive et qu'on fasse l'inverse, c'est-à-dire qu'on fasse une, une 95 inversée, c'est-à-dire que on ait un débat à gauche pour savoir qui va affronter le RN au second tour,
le bloc central sera. Ah ouais, quel kiff. Tu vois C'est Glucksmann qui fait 17%, Mélenchon qui en fait 22. exactement. Et Tu vois Mélenchon qui est au deuxième tour et Glucksmann est obligé d'appeler à voter et bien Mélenchon sûr, contre et Le parce que, Pen. Parce et qu'il est bien baisé sûr, en fait. parce qu'il vaut mieux faire 22 et 23 et 17, tu vois, pour gagner, que de faire 35 du premier coup sans réserve. Et surtout que 6 mois de campagne pour savoir lequel des deux comment dire, va gagner, ça va permettre justement de polariser ce qu'on n'a jamais eu, de polariser les débats idéologiques à gauche. C'est-à-dire que ça va être un débat sur est-ce que la gauche qui va affronter Le Pen, c'est la gauche des 32 heures ou c'est la gauche de juste des impôts, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est la gauche du SMIC à 2000 euros ou c'est la gauche de on fait un Grenelle social pour savoir si on augmente les... Tu vois? Donc c'est absolument cette, cette logique-là qu'il faut mettre en place. Carrément, carrément. Je te remercie. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. N'hésitez pas non plus à vous abonner à Position Revue sur Twitter et à aller voir le dernier numéro de Position Revue, l'Empire masculin. Et aussi à mettre vos commentaires sur la situation. Est-ce que Macron va rester en 2025? Est-ce que le communisme va advenir en 2026 grâce à la victoire de Mélenchon, puis Anas Kazib qui prend le pouvoir en 2026 parce qu'il On n'aura prépare pas été la mis dans des victoire geôles d'Anas. fascistes comme L'échec de Antonio Gramsci. Mélenchon sera la victoire d'Anas. Exactement. Est-ce que Position Revue sera plus vendu que Libé en 2026? On ne sait pas. Sur ce, n'hésitez pas non plus à donner sur le Tipeee. Et moi, je vous dis à plus. Ouais, à bientôt les amis.